La démocratie togolaise est-elle menacée? C'est l'une des principales questions cette fin d'année après l'arrestation de deux responsables de la DMK. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 décembre 2020. Nous entamons les dernières émissions de cette année puisque dans quelques semaines, Noël puis Nouvel An auront pris le dessus sur bien d'actualités dans le monde. Mais les fêtes de fin d'année de cette année auront-elles les mêmes saveurs? Les mets du 25 puis plus tard du 1er auront-ils les mêmes goûts des grands jours de fête? Papa Noël portera-t-il un deuxième masque pour braver la pandémie? Pour la première fois depuis bien longtemps, les Togolais vont probablement finir l'année sous un parapluie de restrictions. Minu chrétien et la Saint-Sylvestre seront-ils suffisamment protégés? Quelles vont être les principales lignes de prière des Togolais? Sans doute que les uns vont remercier le Créateur de les avoir préservés, les autres vont avoir des pensées pour ceux qui sont partis pour ne plus revenir. 2020 restera dans les annales de l'histoire comme une année bien particulière pour l'humanité. Elle aura été celle de la Covid-19. Elle aura également été celle de plusieurs scrutins présidentiels dans le monde et dans la sous-région ouest africaine. Après le Togo en début d'année, la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire et du 22 novembre dernier au Burkina Faso, dans des conditions globalement satisfaisantes, vient renforcer davantage l'ancrage démocratique des États membres décidés à construire une zone de stabilité et de prospérité inclusive. Ces propos du ministre Robert Doucet font un certain bilan de l'année. Mais en vérité, ce bilan est-il partout pareil? Parlant du Togo, le président du parti des Togolais, Nathaniel Olympio, craint plutôt un retour au temps de la pensée unique. Comment comprendre que 30 ans après le lancement du processus démocratique au Togo, des craintes d'un tel recul puissent faire de nouveaux jours? En arrêtant, il y a plus d'une semaine, deux responsables de la dynamique, Monseigneur Podro, le pouvoir a réveillé l'opposition plongée dans une forme de sommeil depuis la dernière élection présidentielle. La démocratie togolaise est-elle réellement menacée? Depuis 15 ans, la nouvelle affaire de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État allonge la lugubre liste des scandales en démocratie. Il s'agit de la troisième affaire réelle ou imaginaire, pour reprendre un communiqué, après celle de Kwacha Nyasingwe en 2009, puis celle dite de Tigre Révolution en 2019. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le processus démocratique du Togo au point que le pouvoir craint des projets de déstabilisation et l'opposition un retour aux années de plomb? Réunis à Conseil national, ce samedi, les forces démocratiques pour la République sont sans doute sorties de leur léthargie. Quelles ont été les grandes lignes des débats à Lomé? Comment entrevoit-elle l'avenir du combat démocratique au Togo? Nous poserons ces questions. Nous les poserons à Maître Dodi Apevon, président des FDR. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyor. Maître Dodi Apevon, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous vois en tenue aux couleurs du parti. Et cela peut supposer que le Conseil national d'hier continue? Mais bien sûr, on est encore dans le prolongement du Conseil national d'hier. C'est pour ça que vous me voyez en tenue violet, qui est notre couleur, et qui est d'ailleurs la couleur de l'espérance. Bon, je l'ai portée parce que j'espère que les choses, que la situation que vous venez de décrire là pour le Togo, n'est pas une situation qui restera statique. Elle va évoluer, elle va s'améliorer. Justement, sur cette couleur qui est choisie, la couleur violet, et vous parlez d'espérance. C'est vrai que nous sommes dimanche. Dimanche, c'est le jour d'espérance pour un certain nombre de personnes, notamment les chrétiens. Vous pensez que les Togolais doivent continuer à espérer? Mais si le jour où on finit d'espérer, c'est fini, on est mort. Ce n'est que lorsque vous êtes sous terre que vous finissez d'espérer. Mais je me demande même si ceux qui sont partis vers l'au-delà ne vont pas continuer leur chemin vers l'espérance. Donc nous qui sommes encore ici, vivants, nous devons, quelles que soient les difficultés que nous traversons actuellement, nous devons espérer. Et c'est pour ça que d'ailleurs notre parti, le slogan de notre parti, c'est recréer l'espoir. Nous disons qu'à chaque instant, quels que soient les moments que nous traversons et quelles que soient les complications que nous rencontrons sur le chemin, les découragements qu'on constate aujourd'hui chez les Togolais, il faut toujours recréer l'espoir. Il faut toujours faire en sorte que
l'espoir revienne. Et ce n'est que en nous dopant, en nous projetant vers l'avenir, un avenir plus radieux, que nous sortirons justement des difficultés. Parce que le découragement ne réglera rien du tout. Nous parlerons des FDA et des assises qui ont eu lieu hier à Lomé dans quelques instants, mais nous sommes en début du mois de décembre. Et quand on dit décembre, c'est le mois par excellence des fêtes et de fin d'année. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui aime les fêtes. Ben oui, c'est-à-dire que les fêtes, oui, ben les fêtes bruyantes, trop bruyantes, non, mais je suis moi-même d'essence joyeuse. Ben parce que Dieu nous a créés, Dieu, l'âme que nous sommes, est d'essence spirituelle, elle est joyeuse. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux sur terre. C'est pour ça que moi, je pense que toutes les occasions que je trouve, j'en fais une occasion de joie, de fête. Et curieusement, ceux qui me connaissent, ils me demandent parfois, souvent, est-ce que moi aussi j'ai des problèmes? J'en ai, comme tout le monde, et même plus grand parfois. Mais je ne fais jamais transparaître mes problèmes lorsque je suis dehors, parce que je sais que la joie, elle est communicative. La personne que vous rencontrez sur votre chemin, un petit sourire, un petit geste d'amour peut le ramener à la réalité. Lorsqu'il a des difficultés ou il est perdu dans ses idées, votre sourire peut le ramener à quelque chose de plus beau. Donc, oui, il faut toujours rechercher, malgré les difficultés, il faut toujours rechercher des moments de joie. Voilà. Ces moments de joie, c'est clair que ce sont des moments recherchés par tous les peuples au monde. Mais quand on parle du Togo, très souvent, les gens ou certaines structures classent les Togolais parmi les plus malheureux au monde. Est-ce que, par exemple, quand vous sortez de chez vous, quand vous allez dans votre région natale, la région de Vaud, est-ce que vous êtes en face de populations malheureuses? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on remonte un peu le temps, moi, dans mon enfance, j'ai vu que chez moi, c'est vrai que c'est une population essentiellement agricole, mais malgré leur état de cultivateurs, de petits commerçants, mais à l'époque là, les gens étaient encore plus heureux. Mais on vivait vraiment dans la joie. Autour de petites fêtes, aux petits moments, on les partageait avec beaucoup de joie. Mais aujourd'hui, la situation économique du pays, la situation politique, les difficultés que les gens rencontrent tous les jours, vous rencontrez des gens qui deviennent de plus en plus amers. Il n'y a plus de joie de vivre. Tout le monde grince les dents. Tout le monde pousse des soupirs à tout moment. Quand on vous parle, on parle seulement des problèmes, des difficultés, de quoi demain sera fait. Nous sommes perdus. Les enfants qui sont dans les foyers, comment trouver de l'argent pour les nourrir, comment trouver l'argent pour les envoyer à l'école. Quand ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait comme boulot et tout ça? Mais c'est des préoccupations majeures pour les parents aujourd'hui. Ce qui veut dire que la préoccupation est telle que les gens ne vivent plus. On est dans une situation aujourd'hui de complications bizarres, peut-être de désespérance, j'allais dire. Donc, c'est un moment comparé aujourd'hui, comparé à ce que moi, on a connu dans le temps, c'est des moments totalement différents. Vous nous parlerez de ces moments dans un instant, mais il se dit de plus en plus que c'est vrai, nous sommes en début du mois de décembre et à la fin de ce mois, ça va être les fêtes de fin d'année, notamment autour du 24, 25 et puis du 31 et du 1er. Mais certains évoquent la possibilité d'avoir des restrictions liées à cette période. On parle même de couvre-feu. Est-ce que c'est des choses que vous imaginez? Est-ce que c'est possible d'avoir de telles situations en cette fin d'année? Oui, vous savez, le coronavirus, aujourd'hui, fait prendre par chaque pays des dispositions pour lutter contre la maladie. Mais parfois, certaines dispositions prises sont parfois malencontreuses. Certaines sont heureuses, mais d'autres sont malencontreuses. Je ne sais pas. Moi aussi, j'entends parler sur les réseaux sociaux, on publie des informations. Est-ce qu'elles sont vraies, elles sont fausses?
qu'à partir du 24 ou 25, il y aura un couvre-feu jusqu'au 2 janvier pour empêcher les gens de se rassembler. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais il faut que la situation soit étudiée autrement. Couvre-feu, le couvre-feu ne cadre pas très bien avec la fête. Lorsqu'on dit qu'on on va vers la fin de l'année, que les gens doivent exprimer un peu leur joie d'avoir terminé, par la grâce de Dieu, une année, parler de couvre-feu en période de fête, je dis que c'est quelque chose qui va être assez bizarre, mais bon, le gouvernement peut être arranger la chose autrement pour que ça ne soit pas ainsi. Ce que je pense, c'est qu'ils craignent les grands rassemblements, les grands moments où les gens vont aller fêter dans les boîtes de nuit, etc., etc., peut-être pour éviter cela, ces grands rassemblements, éviter une contagion massive. Ils sont en train de réfléchir. Parce que j'ai appris ce matin que il y a le taux de contagion aux États-Unis a grimpé et le commentateur sur RFI disait que c'est probablement lié au grand rassemblement dû à la dernière fête de Thanksgiving qu'ils ont célébré, que les gens ont voyagé pour aller en famille, pour se regrouper, pour fêter. Mais si c'est à cela que le gouvernement pense, couvre-feu, je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être très bien apprécié par les Togolais. Justement, quand on évoque le couvre-feu au Togo, on se rappelle les dernières initiatives ici n'ont pas laissé de très bons souvenirs aux Togolais. Est-ce qu'on peut craindre que si éventuellement il y a couvre-feu de nouveau sur la ville de Lomé, qu'il y ait des dérapages? Oui, on a connu au moment où bon, le gouvernement a pris des mesures pour éviter ou pour emmener les Togolais à respecter les mesures barrières, il y a eu des dérapages, comme vous le dites. Des gens qui ont été agressés bon, dans la rue et tout ça. Il y a eu même mort d'hommes. Ça, c'est des périodes déplorables. C'est les dérapages totalement inacceptables. Mais je pense que ce qui conduit cette opération, ceux qui vont peut-être être amenés demain à réfléchir ou à faire en sorte que les mesures soient respectées, n'aillent pas à ces extrémités-là où il y aura encore de bavures qui vont entraîner des blessures inutiles et des morts d'hommes. Je crois qu'ils doivent faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Quand vous évoquez les contaminations, vous faites allusion à la pandémie du coronavirus. Les mesures de restriction, c'est vrai, mais aussi les gestes barrières qui sont édictés, et c'est aussi vrai. Ces gestes, malheureusement, ne sont plus aussi respectés que ça dans la ville de Lomé notamment. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut tenter d'expliquer pourquoi les Togolais ont de moins en moins peur de cette maladie, de ce virus? Oui, mais vous savez, lorsque cette maladie est arrivée, bon, ça a surpris tout le monde. L'ampleur même de la maladie a surpris tout le monde. Mais ce qui a été plus difficile pour nous tous, c'est que les gouvernements n'étant pas préparés à la chose, mais il arrive parfois que les ordres viennent de manière contradictoire parfois. Même quand vous prenez des grands pays comme la France, et vous entendez tantôt des responsables aller sur les antennes dire « Ah, c'est inutile de porter les masques parce que ça ne sert à rien. » Moi, j'en ai entendu les responsables français dire que le port de masque ne sert à rien. Il faut seulement le prévoir pour le personnel soignant. Mais quelques temps après, c'est les mêmes personnes qui montent au chrono pour dire « Ah, on va rendre le port du masque obligatoire. » Alors, quand vous voyez ces va-et-vient là, ça ne rassure pas. Et puis, il y a un grand courant aujourd'hui, dans le monde, qui dit que la maladie là même n'existe pas. On entend, il y a des audios, il y a des gens qui montent créneau pour dire que tout ça là, c'est quelque chose de monté, etc., etc. Même le vaccin dont on parle, n'allez pas vous faire vacciner parce que c'est un complot mondial et tout ça. Mais quand les gens écoutent tout ça là, donc, ils se demandent où est-ce qu'on va véritablement. Mais chez nous, nous avons la chance que malgré nos conditions de vie que tout le monde connaît,
on aime nous regrouper, nos systèmes sanitaires étant ce qu'ils sont, on rend grâce à Dieu que jusqu'à présent, la maladie est contenue. Parce que lorsque vous allez dans les villages, moi j'ai circulé un peu, je suis allé chez moi pour regarder. Le port de masque là, c'est quelques rares personnes qui le portent. Vous allez parfois dans certains villages, ils vous regardent comme... Vous êtes un fantôme. Une curiosité, ils disent, mais qu'est-ce que c'est vous nous embêtez avec cette histoire. Et ils vous disent, chez eux là, cette maladie-là, elle n'existe pas. C'est vous, à Lomé là, c'est vous qui nous transportez tout ça. Donc, c'est ces idées-là qui font que... Et puis surtout aussi, on a commencé à... comment vous appelez ça? La sensibilisation. La sensibilisation au départ, mais j'ai senti aussi qu'à ce niveau-là, il y a mais elle continue, la sensibilisation. Elle continue, mais les gens on a l'impression que les gens sont plus réceptifs. Voilà, ne sont plus trop réceptifs à tout cela. Mais on doit continuer. Mais justement, parce que la maladie existe, elle est là, elle continue de tuer les gens. Donc il faut... Voilà justement ma question. Vous êtes responsable politique et quel est le message que vous adressez actuellement aux Togolais qui vous écoutent à propos de cette maladie? Il y a la sensibilisation des officiels, mais vous, par exemple, est-ce que vous voulez ajouter votre mot à toute cette sensibilisation, tous ces messages qui sont répétés par les officiels? Oui, dès le début, nous avons parlé, nous avons fait des sensibilisations partout, on a parlé. Je vous rappelle, j'ai même fait une chanson à l'époque pour dire aux miens que cette maladie-là, elle est là, elle tue. Donc, nous continuons à dire aux Togolais, partout où je passe, où on a un petit moment de parler aux gens, je commence toujours par là. On est venu pour tel événement, mais sachez que nous sommes dans une période difficile où le coronavirus est là et tue. Donc, respectez les mesures édictées par le gouvernement. Parce que si vous protégez les autres aussi. Vous pouvez dire à vous que la maladie n'existe pas, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec votre famille, vos enfants. Donc, si vous sortez dans la rue, à supposer une seconde que vous êtes contaminé, parce qu'il y a des porteurs, comme on le dit, asymptomatiques, vous ne développez pas la maladie, mais le fait de ne pas vous protéger, vous mettez les autres en danger. C'est pour ça qu'il est important que tout le monde comprenne ce message-là et on fasse en sorte que cette période-là puisse être passée pour le bonheur de nous tous. C'est vrai que c'est des moments assez difficiles, mais nous ne devons pas nous priver qu'il y a encore quelques dizaines d'années, les fêtes de fin d'année sont des moments assez joyeux. Racontez-nous un peu comment ça se passait. Vous étiez jeune, vous étiez très très jeune, notamment à Vaughan. Comment ça s'est passé le mois de décembre? Oui, mais les mois de décembre... Chez nous, au moment où on était jeunes, c'est des moments vraiment, vraiment attendus. C'est des moments exceptionnels parce que chaque fête de fin d'année, chaque fête de nouvel an est un événement attendu. Parce que c'est le moment où nous mangeons pour certains d'entre nous, ou la plupart d'ailleurs d'entre nous, c'est au moment où on peut faire aussi un bon festin. Manger par exemple de la viande, manger du riz. C'est le moment où on vous fait, on vous coud de nouveaux habits, on vous achète une nouvelle chaussure. Alors, donc, c'est des moments tellement attendus que Nouvel An, pour nous, c'est un moment exceptionnel. Et lorsque vous portez le jour de l'an, l'habit qu'on vient de vous coudre, la nouvelle chaussure qu'on vient de vous acheter, on se met en groupe. On porte tous ces nouveaux habits-là et on se promène de maison à maison. Vous allez chez les parents en chantant. Nous avons des chansons que nous chantions à l'époque. En groupe, on se déplace de maison à maison. Vous allez quelque part. On vous prépare du riz parce qu'on vous donne un peu de riz à manger avec un peu de poulet. Et vous quittez cette maison, vous allez dans l'autre, on vous donne pareil. Vous mangez, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois on mange dans la journée en cette période-là. Et on vous donne à boire des
comment vous appelez? Des sucreries? Des sucreries, mais faites maison, hein, des sucreries faites maison avec un peu de sirop, de l'eau, on met un peu de sucre là-dedans, et puis parfois même les gens mettent un peu de piment pour que ça change un peu de goût, et puis vous êtes heureux. À telle enseigne même que la joie est telle que vous mangez, mais parfois la nuit, il y a certains qui ont de l'indigestion, et lorsque la fête de Nouvel An tombe sur, par exemple, samedi ou un dimanche, ben, le lendemain matin, quand on vous dit réveillez-vous pour aller à l'école, eh ben, c'est des pleurs. Donc, c'est un moment réellement de festin, un moment extraordinaire pour nous. Et lorsqu'on a grandi un peu, ben, on était au collège, ben, c'est des moments où on organisait des surprises parties, on se retrouvait entre nous, et puis on fêtait. Et moi, je me rappelle à l'époque, c'est une petite histoire que je raconte à Rigola. Ma mère vendait du surabi. Elle est décédée, père son âme. Alors, lorsque les autres cotisaient, moi je dis, mais bon, moi, en compensation, moi je peux amener du surabi de ma mère. Donc, j'allais prendre un peu, 1 litre de surabi, c'est ça ma participation à la fête. On mettait un peu quelques ingrédients dans le surabi et tout ça, on le diluait un peu pour ceux qui ne supportent pas le goût de l'alcool et tout ça. Et puis la fête est belle. Donc c'est des moments extraordinaires que nous avons passé toute notre jeunesse à vivre. Les choses ne sont plus tellement ce qu'elles doivent être. On ne sent plus cette joie de vivre chez les jeunes. Je ne sais pas comment ils vivent, mais moi, vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas le même enthousiasme. Je ne vois pas les jeunes se regrouper, essayer de montrer qu'ils sont là, ils veulent manifester ils le font peut-être aujourd'hui à leur manière, ou peut-être que c'est la situation qui les conditionne un peu, j'en sais rien, c'est possible, mais bon. C'est vrai qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a les téléphones, et on a tout. Mais est-ce qu'on peut conclure que le temps de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, ce temps-là était bien meilleur à ce que nous vivons aujourd'hui? Je le crois. Je le crois. Je le dis, je le crois. Parce que ces moments-là étaient plus sains. Parce que moi, je me rappelle, au village, on mangeait bien, on mangeait sain. Bon, on mangeait ce que la terre nous donnait, mais on vivait des produits de la terre. Mais aujourd'hui, les gens veulent copier ce qui vient de l'extérieur. Parce que si tu es, on te voit bien, on doit te voir bien, c'est quand tu es comme les Européens, quand tu manges, bon, ce qu'ils mangent là-bas, on va machin, quand tu fais, bon, un tour au magasin, tu ramènes des choses de machin, mais quand vous comparez, c'est ça qui crée même des problèmes compliqués pour nous aujourd'hui. Nos parents vivaient vieux, longtemps, parce que il était en phase, en harmonie avec la nature, il mangeait sain. Alors, ces périodes-là aujourd'hui, les complications sont telles qu'il je pense qu'il faut changer un peu de comportement ou réfléchir un peu plus à ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait hier. Les moments de fête, c'est sans doute les moments de joie et comme vous l'avez dit, on espère que ces moments-là vont vite revenir. Mais moi, je suis en joie ce matin parce que vous êtes venus et vous avez décidé d'observer le silence depuis quelques mois et nous avons plusieurs fois sollicité aussi. Mais vous avez décidé finalement de briser le silence et on espère que c'est pour de bon. Depuis hier, votre parti a décidé de reparler à nouveau, de prendre position sur les questions de l'actualité. On peut dire même que c'est bien avant-hier puisque on a vu la signature de votre parti sous un communiqué avec d'autres partis politiques sur cette actualité que les Togolais connaissent déjà, l'actualité de la DMK, le Conseil national qui s'est tenu hier. Et quelle est en réalité son importance? Oui, mais on a décidé de faire un Conseil national parce que, conformément à nos statuts, l'instance la plus haute du parti, c'est le Congrès. Mais si vous avez un événement important et que vous ne voulez pas attendre le Congrès, entre deux Congrès, c'est le Conseil national. Alors, les événements que nous avons connus depuis un certain moment, jusqu'à l'élection présidentielle que vous évoquez tantôt, nous avons estimé que
ce qui s'est passé, les difficultés, les complications qu'on a connues au cours de cette période, qui a affecté d'ailleurs tous les militants, on ne peut pas régler ou parler de ces événements-là et repenser à l'avenir dans un cercle autre que le Conseil national. Parce que le Conseil national nous permet de faire venir tous les délégués de toutes les communes. Parce que aujourd'hui, nous avons transformé toutes les communes en fédérations. Donc, les délégués doivent venir de toutes ces fédérations-là pour que nous puissions réfléchir ensemble et voir comment nous nous projetons vers l'avenir par rapport à tout ce que nous avons connu récemment. Et c'est pour ça que nous avons décidé donc, au lieu de faire une activité à Lomé seul et laisser les autres de l'intérieur en plan, nous avons décidé de faire ce Conseil national pour les amener à participer effectivement à la vie du parti, au débat national. Voilà. Vous avez donc planché sur un thème qui sans doute est un thème d'actualité, nécessité de relancer la lutte démocratique pour l'alternance. Qu'est-ce qui a justifié le choix de ce thème? Mais c'est l'actualité. Nous vivons aujourd'hui dans une actualité où tout le monde constate que notre opposition aujourd'hui est totalement en déconfiture. Mais face au pouvoir qui avance comme ça, comme une machine, un rouleau compresseur, nous nous sommes dit que le temps d'attente là suffit pour que nous puissions commencer à réfléchir à nouveau sur quelque chose. On ne peut pas laisser la situation comme ça entre les mains de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui à leur manière et contre nous. Donc, il est temps que nous puissions commencer à jeter quelques idées pour que l'opposition, dans son entièreté, se remette en cause, reprenne la réflexion pour savoir qu'est-ce que nous faisons pour sortir des difficultés. On ne peut pas accepter que après ces moments compliqués que nous venons de traverser, que la situation reste comme telle et sans que personne ne réagisse. Donc, volontairement, comme vous l'avez dit, après l'élection de février 2020, nous sommes tus. Nous avons voulu plutôt laisser les protagonistes tracer la voie, indiquer ce qu'il faut faire. Parce que parler en ce moment-là, c'est comme si vous devancez les événements, vous mettez la charrue avant le bœuf. C'est les personnes les plus concernées qui doivent avec autorité. Quand vous évoquez les protagonistes, vous faites allusion au parti au pouvoir et à la DMK? Oui, mais les partis qui ont été aux élections, quand on parle aujourd'hui de crise, c'est entre ceux qui sont allés aux élections qui sont les plus concernés d'abord. Ces élections-là, nous n'avions pas pris parti parce que depuis avril 2019, nous avons annoncé à Fagna que nous ne prenons pas part, nous ne sommes pas candidats à ces élections. Parce que notre dada, et nous l'avons précisé depuis ce moment-là, que compte tenu de la configuration de ce qui se passe aujourd'hui au Togo, mais lorsque nous ne faisons pas l'effort de mutualiser nos énergies en ressources humaines, en ressources financières, face à un pouvoir qui est un rouleau compresseur qui nous broie tous, si on ne le fait pas, ça va être compliqué. Et lorsqu'on faisait cette proposition-là, on la faisait de bonne foi. On n'avait pas d'intention dirigée contre X ou Y. Bon, c'est vrai que à l'appui de cette réflexion, on a jeté quelques idées. C'est apprendre, peut-être, on peut l'accepter, on peut la refuser. Mais nous sentions le besoin de pousser nos camarades à réfléchir sur la mise en commun de nos forces. Et on n'a pas parlé seulement de la présidentielle, on a dit, mais les élections locales qui étaient en perspective, il faut qu'on soit ensemble sur des listes communes pour pouvoir les gagner. Cette idée-là, elle n'est pas, chez nous, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des années que nous avons professé que pour que nous puissions gagner, il faut mettre tout le monde ensemble. S'il y a une opposition, en uni, il faut qu'il y ait des listes pour, par exemple, les législatives. Parce que je vous dis que c'est un drame. Un drame pour nous que le grand rassemblement que nous avons eu, la C14, tout le mouvement que la C14 a drainé, dire que tout ça là s'est terminé, comme ça, dans les décors, sans résultat, mais c'est quelque chose d'insupportable.
Ce n'est pas imaginable. Mais quand vous évoquez la mutualisation, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent quand on évoque l'opposition togolaise. Mais visiblement, il faut reconnaître que c'est difficile, cette mutualisation, vu ce qui s'est passé à la dernière élection présidentielle. Rien n'est difficile. Rien n'est difficile du tout. C'est-à-dire que lorsqu'on est véritablement préoccupé pour le règlement d'une situation, on doit accepter de faire le sacrifice nécessaire pour y arriver. Vous croyez que c'est par complaisance que nous avons annoncé en avril 2019 que nous ne sommes pas candidats à l'élection présidentielle? Vous croyez que tous ceux qui étaient à ces élections-là, bon, ils valent mieux que nous? Non. On sait qu'on peut être candidat à cette élection-là. Parce qu'on sait qu'on a des militants sur le terrain, on peut y aller. Mais volontairement, nous avons dit non, on n'est pas candidat. Ce renoncement-là, c'est pour contribuer à régler un problème. Nous l'avons fait, pas plaisir, pas complaisant, mais nous avons dit, mais au moins ça peut contribuer à trouver une solution. Mais si nous sommes ensemble, mais nous sommes ensemble pour que celui qui est le plus grand puisse tendre la main à celui qui est considéré comme le plus petit. Et que celui qui est le plus petit soit rassuré qu'à la fin du parcours, moi aussi j'aurai une contribution à tout l'effort que j'ai donné. Mais si on fait l'opposition, on fait l'union, et certains sont considérés comme des laissés pour compte, et on dit, ah, mettons-nous seulement ensemble, réglons les problèmes de conditions d'organisation. À la fin, tout le monde y va, et celui qui peut prendre, il prend. Celui qui est à côté, qu'on considère comme le plus petit, à qui on a demandé les mêmes efforts de cotisation, de participation, et on dit, mais vous, allez-y, vous ne représentez rien. Alors, cette forme d'union-là, nous estimons que ça ne donnera pas de résultat. Alors, et c'est pour ça que nous avons proposé, mais réfléchissons sur la manière de faire, même si elle est difficile, de promouvoir justement cette mutualisation de nos ressources par la mise en commun de nos candidats, par des listes communes pour ces différentes élections. Mais malheureusement, je le dis, je le reconnais, mais ceux qu'on a cru, enfin, qui ont peut-être donné des signes de comprendre la démarche, mais la manière dont ça a été mis en œuvre, ça a été vraiment une catastrophe. Une catastrophe parce que lorsque vous demandez à quelqu'un de venir avec vous, pour être ensemble avec vous, pour dégager un candidat, mais vous ne faites pas la persuasion. Vous rassurez la personne en disant, oui, ça là, on peut le faire parce que. Mais on ne l'impose pas. On ne peut pas donner, par un dictat, on dit, oui, tu le fais, ou c'est à prendre ou à laisser. Mais si vous le faites comme ça et la personne n'est pas d'accord, qu'est-ce que vous faites? Le premier responsable est là, mais il a des militants derrière. Si les militants ne sont pas en phase avec ce que vous dites, ils ne suivront jamais. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ceux qui n'ont pas voulu suivre, parce que la méthode a été malheureusement mauvaise. La méthode a été mauvaise. Parce que vous ne pouvez pas aller au choix d'un candidat pour une élection présidentielle sans définir des critères. Ça permet à chacun d'apprécier les critères pour savoir pourquoi je m'engage, pourquoi je ne dois pas être candidat. C'est sur la base de critères. Et lorsque la personne est rassurée que ces critères-là, lorsqu'on m'évalue par rapport à ces critères, oui, si on choisit un candidat aujourd'hui, demain par rapport à ces critères, je m'aligne. Mais pour que la personne n'ait pas l'impression d'être victime d'une machination, mais vous faites quelque chose comme ça, à la va-vite, on dit oui, on va désigner comme ça. On ne sait même pas sur la base de quels critères. Un candidat sorti de chapeau, mais ça ne rassure pas. Donc, la chose n'a pas été bien faite. Mais par contre, ce qui a été encore plus malheureux, c'est que ceux qui n'ont pas suivi ont fait l'objet d'un lynchage en règle. Lynchage en règle. Mais on a constaté que c'est des insultes. Alors, parce qu'on n'a pas suivi, on dit que vous êtes acheté, vous êtes corrompu, vous êtes ceci. Mais le rassemblement que nous prenons,
ce n'est pas par ces méthodes-là qu'on va la réussir. Ce que vous êtes en train de décrire, moi j'ai parlé des difficultés, tantôt vous avez dit que ce n'est pas difficile, mais finalement quand on vous écoute, on a l'impression que c'est carrément impossible. Quand on se réfère à l'histoire politique de l'opposition du Togo depuis 1993, on semble assister au même scénario, visiblement. Et il n'y a pas un seul candidat, il y a un candidat peut-être soutenu par quelques partis politiques, et puis il y a d'autres qui se réclament de l'opposition qui se présentent également. Oui, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Nous savons tous que la solution, c'est celle-là. Mais si on sait que la solution est celle-là, mais on tourne autour du pot, on va continuer à être à la même place pendant longtemps. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Voilà, ce que vous dites là, c'est vrai. Depuis des années, nous avons eu cette conception de la politique où certains croient qu'ils sont plus malins que d'autres. Alors, les autres font aussi leur micmac et tout ça. Donc, il n'y a pas eu une réelle solidarité. Il n'y a jamais eu de solidarité véritable entre les acteurs politiques de l'opposition. On s'est employé à se détruire à l'intérieur. Alors que nous avons un ennemi, un adversaire, je ne dis pas d'ennemi, un adversaire commun. C'est le parti au pouvoir unir. Alors, si nous face à unir aujourd'hui qui a tous les moyens, qui nous broie sur le chemin, il utilise tous les moyens, il muselle nos militants, il utilise des violences parfois pour tricher, voler les élections. Si en face de ce régime-là, qui met tout en œuvre pour rester indéfiniment au pouvoir, si nous, entre nous employons à faire ce que nous faisons là, par les manipulations, les dribleries, les malignités, les diffamations, les tromperies. Si nous continuons à le faire, mais on restera à la même place. Vous venez d'utiliser un mot qui est aussi très connu au Togo. Vous avez fait une phrase, le vol. Vous voulez dire que la dernière élection a également été volée? Mais pour comment? C'est-à-dire que les élections qui sont organisées dans ce pays n'ont jamais été des élections sérieuses. On nous donne l'impression d'être en démocratie, mais c'est une démocratie de façade. On est dans une démocratie de façade au Togo. On nous donne l'impression, on met les artifices, on dit ah oui, l'extérieur et tout ça. Mais je vous donne juste un exemple. Mais dans quelle démocratie on va où la CENI qui est dans l'organe qui organise les élections laisse circuler des bulletins parallèles. Énormément de bulletins qui ne sont pas les bulletins qu'on voit dans les bureaux de vote, mais qui sont des bulletins parallèles, que les gens ont utilisés abondamment pour faire des votes multiples, pour bourrer les urnes. Quelle élection? Quel est le sérieux qu'on observera pour une élection pareille? Quelle est l'élection qu'on organise où les observateurs, même nationaux, qui doivent aller regarder comment les choses se passent, si les gens n'ont rien à cacher, pourquoi on ne permet pas aux observateurs d'aller voir comment les élections sont passées? On a refusé, même d'accréditer des observateurs nationaux. Ne parlons pas des mais c'est certains observateurs, pas tous les observateurs quand même. L'accréditation des observateurs se fait par un filtre. C'est-à-dire on laisse passer les complaisants et ceux qui paraissent un peu gênants, on les évacue. Mais ce n'est pas ça. Il est temps que le pouvoir aussi montre des signes que pour qu'on fasse les élections, pour qu'on entre en démocratie, il y a des risques à prendre. Les risques d'une élection, c'est que, oui, vous les organisez et que vous avez il y a une possibilité que vous puissiez les perdre. Mais on dit souvent qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et ça veut dire que tout est mis en œuvre aujourd'hui, qu'eux, ils ne veulent prendre le moindre risque. Et on parle d'élection en démocratie, ce n'est pas ça. Vous êtes retrouvés donc ce samedi à Lomé en Conseil national. Quelles ont été les grandes décisions au sorti de ce conseil? Les grandes décisions, je dirais, on a fait un diagnostic, sans complaisance de la situation que nous vivons aujourd'hui au Togo. Sans complaisance, je dis, j'ai décrit quelques aspects tout à l'heure rapidement. On a parlé des difficultés pour l'opposition de se retrouver, des difficultés d'organisation des élections. Et on a déploré véritablement ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, où sur les réseaux sociaux partout, c'est
c'est les insultes tous azimuts. Les gens sont dans leur chambre, envoient des audios. Mais la diaspora s'en mêle. Les journalistes sont aux aguets. Tout le monde est devenu donneur de leçons. Tout le monde est devenu politologue. La situation, en fait, nous sommes dans un brouhaha terrible. Et ce brouhaha-là, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. On a fait tout ce diagnostic-là et à la fin, on a fait deux recommandations. La première, c'est que l'opposition, les acteurs politiques de l'opposition puissent surmonter les difficultés qu'on a connues dans le passé. C'est vrai, il y en a beaucoup qui ont été blessés par les propos orduriers, par les insultes et tout ça. Mais on leur demande humblement de surmonter ces blessures, de penser les plaies et de faire en sorte que le pardon puisse être possible demain et qu'on puisse se tendre la main. Et ce n'est que lorsqu'on va transcender ces difficultés-là, considérer que le pardon est possible parce qu'on a réussi à penser les blessures reçues, mais qu'une réflexion puisse demain s'engranger pour déboucher sur la mise en place de quelque chose. Mais sans complaisance, réfléchir lorsqu'on aura dépassé ce stade-là, réfléchir sur ce qui est la cause des échecs de l'opposition tout le temps. Il faut réfléchir, il faut faire un diagnostic sans complaisance pour savoir pourquoi ça n'a jamais marché, pourquoi ça ne marche pas. Si nous nous ouvrons véritablement et que nous posons le diagnostic et nous le faisons véritablement, mais on s'en sortirait. Parce que lorsque je prends la C14, ce que nous avons vécu la dernière fois dans la C14, très tôt, lorsqu'on est allé à ce grand regroupement qui aurait pu régler les problèmes du Togo, mais on a compris que les conflits rapidement sont venus à la surface. Des guerres de leadership, les gens qui insultaient, des militants interposés. Mais il y a des choses qui sont arrivées sur la place publique. Parce qu'on a parlé de, oui, on est allé prendre ceci, ici et là. Mais c'est les gens même de la dynamique qui ont mis ces affaires-là sur les réseaux sociaux. Parce qu'on veut détruire tel. Mais le fait de détruire l'autre, est-ce que ça résout votre problème? Le fait de détruire aujourd'hui un leader, est-ce que ça permet au leader au nom de qui vous détruisez l'autre, lui permet de faire face au RPT, ou unir? Vous voulez redynamiser ou relancer le combat démocratique, oui, mais avec les mêmes personnes, avec les mêmes structures? Non, je ne dis pas avec les mêmes structures. C'est pour ça que j'ai dit la réflexion doit être profonde et savoir qu'est-ce que nous faisons. Là, si la réflexion est profonde, mais lorsqu'on va mettre sur pied une équipe pour réfléchir à la mise sur pied d'une structure, il y a des conditions qui doivent être posées. Parce que, souvenez-vous, à la C14, on a fait tout ça là pendant des mois, mais il n'y a pas de règlement. Il n'y a rien. On n'a rien écrit. Mais il n'y a pas de règle. On ne peut pas faire une structure aussi grande sans règle. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Certains peuvent décider, oui, moi je fais ceci, je ne le fais pas. Et il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Non. On doit sortir de ça. On doit être plus rigoureux avec nous-mêmes. Ce n'est que par la rigueur qu'on mettra en place une structure viable, cohérente, avec une stratégie cohérente. Bien, merci. Nous parlerons. Il n'y a pas de miracle. Nous ne continuerons pas à parler de cette remobilisation, mais dans l'actualité, il y a cet arrêt. Oui, allez-y. La deuxième recommandation, j'ai parlé de l'opposition, mais j'ai dit, on a également dit que lorsqu'on se serait retrouvé, il faut faire en sorte que rapidement, l'opposition et le pouvoir, et ça c'est un message qu'on adresse aux tenants du pouvoir, il faut faire en sorte que rapidement, pour recréer les conditions du vivre ensemble chez nous, et il faut aller à une discussion sérieuse entre pouvoir et opposition pour définir les règles futures, n'est-ce pas, s'il doit y avoir encore élection dans ce pays, pour définir ces règles-là. Et nous proposons même d'ailleurs que pour qu'on redéfinisse une base solide d'une démocratie chez nous, pourquoi ne pas accepter demain de faire ce qui n'a pas été consensuel. Je veux parler de la mise en place de l'Assemblée aujourd'hui qui est sur place. Mais notre proposition avait consisté à dire, mais à la fin des discussions, si nous sommes entendus, et si nous voulons réellement recréer
les vraies conditions de notre démocratie et aller jusqu'au bout. Il faut dissoudre cette assemblée et permettre de nouvelles élections pour mettre en place une nouvelle assemblée nationale. Voilà les deux grandes propositions qu'on avait faites à notre Conseil national. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes. Nous parlerons de l'actualité des arrestations opérées autour de la DMK dans un instant. Mais puisque c'est la tradition des 12 d'avoir aussi les questions des auditeurs, et ces questions, nous allons commencer par les avoir. Je rappelle les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous avons également la possibilité de prendre des questions par WhatsApp et sur Facebook. Nous avons un certain nombre de nos compatriotes qui sont en train de nous regarder un peu partout dans le monde. Le téléphone. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez? Je me porte très bien, c'est M. Kolani. Comment vous allez, Kolani? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, merci. Maître Pevon. Oui. Dans le temps, quand vous avez posé les questions des élections, il n'a jamais mis le peuple au centre de vos questions. Quoi? Le peuple. Le peuple, ouais, il ne peut voir ses collègues de l'opposition. Bien sûr que son parti a dit qu'ils vont faire ces élections, mais en voyant le taux de participation, finalement, malgré que lui, il a boycotté, quelle devait être son attitude, puisque notre combat ultime, c'est de faire face à notre adversaire qui est l'unique, qui est uni. Mais si le peuple sort comme ça, ce n'est pas un peuple d'un militant, c'est un peuple qui a soif de l'alternance. Si le peuple donne 4 mandats, même les militants unis ont voté contre unir. Parce qu'ils ne voulaient pas le chef de l'État encore. Ils voulaient que unir gagne, mais pas fort. Mais en tant que politicien, ça c'est des occasions qu'il ne faut pas rater. Aujourd'hui, le contentieux là, après, je ne vois pas quel est cet opposant là qui devait dire la vérité des yeux au moins. Ne pas dire ça vraiment gagner, mais la vérité des yeux. Pourquoi on soit ensemble? Mais aujourd'hui, faire votre congrès et nous dire encore qu'on se retrouve pour faire quoi? Vous pensez que ce peuple-là est bête? Non, des fois, mettez le peuple au centre là. Ne regardez pas vos collègues de vos partis ou vos militants. Bien, merci. On a noté votre préoccupation et notre invité va réagir à la question. Oui, ben, j'ai écouté M. Kolani, mais il s'est trompé. Et il n'a pas suivi ce que notre parcours. On n'a jamais boycotté l'élection présidentielle. Nos militants ont été aux côtés des candidats. Il y en a qui ont soutenu la candidature d'Agbouéomé et qui sont allés voter pour Agbouéomé. Il y a d'autres qui ont été votés pour le Jean-Pierre Fabre. Non, nous avons fait une déclaration pour dire à nos militants, vous êtes de l'opposition, allez voter. Le vote, c'est un devoir citoyen. Donc, on n'a jamais boycotté l'élection présidentielle. Mais lorsque l'élection est finie, nous avons dit tout à l'heure que nous avons laissé les protagonistes faire. Mais c'est ceux qui sont devant et qui, aujourd'hui, occupent la scène en matière d'élection, en matière de contentieux. Mais quoi de plus normal, de plus naturel de dire, oui, mais c'est eux. Quand ils nous disent aujourd'hui, mais quel est cet opposant qui... Le peuple. Mais nous... Qu'est-ce qui a fait constituer la difficulté? Oui, le peuple est là. Mais les leaders, tout ce qu'on entend aujourd'hui ici et là, c'est parce que tel leader n'a pas fait ceci, n'a pas fait... C'est justement ce diagnostic-là que moi, je fais. Au moment avant de mettre le peuple à contribution, il faut quand même qu'une ligne soit tracée. C'est de ça que je suis en train de parler. Le deuxième auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, allez, votre nom? Oui, allez-y. J'aimerais poser des petites questions à notre invité. Oui. J'ai pu constater que je prends seulement les événements récents sur l'arrestation de Mme Adamago et M. Diossou. Tous les partis politiques ont demandé leur libération et beaucoup d'associations ont dit la même chose. Mais je n'ai pas vu le grand parti uni se prononcer sur la question. Lequel parti? Le grand parti, le plus grand parti unir. Unir, oui. Se prononcer sur l'arrestation. Est-ce à dire qu'au Togo, nous sommes dans l'animosité politique
ou bien seulement la politique politicienne. Parce que la manière dont on a arrêté les gens, du moins, le fair play demanderait qu'ils réagissent. En cela, je peux même ajouter la mort de Madjouba. Je n'ai pas vu le grand parti uni réagir. Comme vous êtes politicien, est-ce que vous comprenez leur monde-là? Deuxième question, sur cette arrestation de Mme Adjamagbo, j'ai vu que le pouvoir a uni l'opposition. Mais vous êtes toujours à l'étape de déclaration, l'étape de constat. Est-ce qu'à ce jour, vous ne faites pas encore le mal de ne pas vous comprendre? Merci. Bien, merci, Komi, pour les deux questions. Oui, merci. Je remercie sincèrement M. Komi pour les deux questions qu'il vient de poser. Oui, c'est assez curieux d'ailleurs que par rapport aux événements qui nous arrivent, UNIR s'est toujours comporté, s'est confondu toujours au pouvoir, à l'exécutif. Et c'est ça la grande difficulté. Lorsque vous avez dans un pays l'exécutif et le parti qui est justement, dont est issu l'exécutif, qui ne se démarque jamais pour au moins donner son point de vue par rapport à certains événements, oui, c'est parfois compliqué. Et c'est d'ailleurs la même chose qu'on constate au niveau de l'Assemblée. On dit que l'Assemblée contrôle l'action du gouvernement, mais comme l'Assemblée est issue du parti majoritaire qui est au pouvoir, mais il y a une certaine complicité toujours entre l'exécutif et l'Assemblée. Vous ne verrez jamais une vraie requête de l'Assemblée allant vers le sens du contrôle de l'action gouvernementale. Il y a cette affaire qui a défrayé la chronique pendant des mois et qui continue d'ailleurs, l'affaire de Petrolgate là. Mais dans un pays normal, l'Assemblée aurait dû se saisir de ce dossier pour ouvrir une enquête au moins. Parce que c'est l'Assemblée qui contrôle l'action du gouvernement. Alors, l'Assemblée aurait dû créer une commission, une vraie commission d'enquête, et donner des résultats pour savoir réellement ce que le journaliste a révélé. Est-ce que c'est à un fondement ou pas? Mais au lieu que notre justice se contente d'aller condamner le journaliste pour avoir révélé quelque chose qui aide toute la nation togolaise, si on dit que des gens ont volé, mais il faut... la représentation nationale avait l'obligation de vérifier puisqu'elle travaille pour les citoyens. C'est au nom des citoyens que les députés sont là-bas. Mais lorsque un citoyen fait des enquêtes et révèle le détournement d'un montant aussi important, mais qu'on dise que l'Assemblée est restée muette par rapport à cet événement-là, c'est quelque chose de vraiment monstrueux. Alors, je remercie M. Komi d'avoir soulevé la question, et c'est ça les réalités de notre pays. Alors, La deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question, il dit oui, en fait, lorsque Adjamagbo Brigitte a été arrêtée, oui, nous, 4 partis, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus réunis, mais c'est cet événement effectivement qui nous a réunis, ADI, FDR, UDS et le PSR. On s'est réunis, on a réfléchi pour sortir un communiqué ensemble. Et on a même cherché à aller voir Adjamagbo à son lieu de détention. Mais c'est parce qu'on a demandé plusieurs fois, mais bon, le procureur n'a pas réussi à nous trouver une ouverture pour aller la voir. Sinon, on serait allé la voir. Mais la réflexion se poursuit, comme le dit, nous devons contribuer à faire en sorte que la difficulté qu'elle connaît aujourd'hui, elle puisse la surmonter. Parce que nous sommes tous au combat, quelles que soient nos divergences de point de vue, quand ça arrive à quelqu'un, la solidarité, au moins à ce niveau, doit être une solidarité agissante. On ne peut pas dire oui, c'est toi qui l'as cherché, tu l'as trouvé. Non. Parce que face à un système que nous avons comme le nôtre, mais lorsqu'il broie quelqu'un et que vous restez les bras croisés, demain, votre tour, vous ne le saurez pas. Beaucoup de Togolais ont été surpris par cette affaire d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris? Oui, mais c'est-à-dire que du temps du général Yadima, souvent on entend parler d'atteinte à la sécurité de l'État. On dit oui, il y a un coup d'État qui est, etc. Est-ce que ces coups d'État sont vrais ou supposés? Personne n'a jamais fait une enquête sérieuse pour nous donner les résultats. Qu'on a fait ceci, on a trouvé ça. Bon. Sauf le 26 septembre où on a vu des gens tirer dans la rue. Mais d'où c'est venu?
jusque-là, on a parlé de Gilles Chryssolipio. 23 septembre 1986. Quoi? 23 septembre. 23 septembre, j'allais dire, plutôt. Alors, donc, tout ça là, c'est flou. Mais en dehors de ce cas où on a vu au moins quelque chose de palpable, les autres atteintes à la sûreté de l'État, on n'a jamais compris. J'étais dans le procès Pacha. J'ai plaidé dans ce dossier où on a arrêté le général Tidjani, parce que moi j'ai défendu le général Tidjani dans ce procès-là. Mais les preuves qui montrent qu'il y a atteinte véritablement parce que quelque chose est mis en œuvre pour... moi, j'en ai pas véritablement vu. Mais bon, ce qui est le cœur même du problème. Moi, on a arrêté Brigitte, on dit qu'ils sont poursuivis, avec son compagnon, ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Quel est l'essence, le fond de ce dossier? Je ne peux pas le dire. Je suis avocat, je ne peux pas le dire. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme preuve? Peut-être qu'on le découvrira dans les jours à venir. On nous brandira les preuves. Mais nous avons été habitués par ce genre de situation au Togo. Et c'est finalement, personne n'y croit. Personne ne croit plus à ces montages-là grossiers. Parce que le pouvoir a fait en sorte que quand ça arrive comme ça, tout le monde doute. Tout le monde doute. Et je dis, mais à supposer même que... À supposer, je dis, ce n'est pas ça. Quand on dit que quelqu'un attente aujourd'hui à la sécurité de l'État, parce que c'est une opposition ou un responsable de l'opposition. Mais à qui la faute? À qui la faute? Si on était dans un pays normal, où les choses se font normalement, tous les citoyens sont rassurés que nous désignons nos représentants par le peuple. C'est la volonté du peuple qui s'exprime. Il n'y a pas de brimage, il n'y a pas de tricherie. Mais si on vivait dans ce pays-là, qui va penser aller prendre le pouvoir ou tenter quelque chose pour déstabiliser qui que ce soit? C'est parce que les situations sont telles que les gens, quand les gens perdent la foi, par exemple, parfois dans les urnes, moi je l'ai dit toujours dans mes déclarations, lorsque nous poussons un jour les Togolais à perdre définitivement la foi dans les urnes, alors les gens chercheront d'autres méthodes. Et celles-là risquent d'être des méthodes réelles. Et ça va être la catastrophe pour nous tous. Vous doutez de ce qui se passe? Mais, je dis, je n'ai pas encore les éléments. Je n'ai pas les éléments pour dire qu'on a arrêté Brigitte Adjamago Johnson parce que réellement, il y a telle preuve contre elle. Mais ce que j'ai fait là, c'est une... Moi, je suis parti d'une hypothèse que non, j'attends de voir ce qu'on lui reproche, les preuves de ce qu'on lui reproche. Mais j'ai analysé à partir de ce fait-là, à supposer demain qu'il y ait des Togolais, parce qu'on entend les gens parler. Lorsque nous sommes dans nos rassemblements ou ailleurs, les gens disent, ah oui, mais nous on est fatigués des élections. Les élections ne régleront plus le problème du Togo. Il faut aller chercher d'autres solutions. Mais on entend ces commentaires. Le gouvernement lui-même le sait, qu'il y a des Togolais aujourd'hui qui commencent définitivement à perdre la foi aux élections. Alors, si on va à ce schéma-là, demain, lorsque ce ne sont plus les élections qui régleront nos problèmes, et que les gens vont aller chercher d'autres problèmes, mais c'est le pays tout entier qui va sombrer. Alors, il est encore temps qu'on réfléchisse pour savoir, mais qu'est-ce que nous faisons pour arrêter la dérive? Et c'est encore temps. Ce n'est pas en arrêtant les gens tous azimuts comme ça, en faisant ce qu'on est en train de faire là, qui va régler le problème qui nous est posé. Bien, merci. Nous retournons au téléphone pour cet audit. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, à votre nom. Gervagos. Oui, Gervagos, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai écouté notre invité. Donc moi, une question. Je voudrais savoir, depuis 1990, est-ce entre le peuple, l'opposition et ceux qui gèrent le pays, entre ces trois entités-là, qui a des problèmes? À qui les problèmes? Est-ce que c'est le peuple qui a des problèmes, l'opposition ou le parti au pouvoir? Bon, merci. Bien, merci pour la question. Mais quand il le dit comme ça, c'est-à-dire que si le pays n'est pas bien gouverné, si le pays n'atteint pas les objectifs qu'un pays normal doit attendre, donc ça veut dire que nous avons tous des problèmes. Le problème, c'est aujourd'hui à tous les niveaux.
la population est en train de souffrir. On parle de la misère partout. Elle est rampante. Vous allez dans les contrées, vous trouvez des gens miséreux qui ne mangent pas, même pas une seule fois par jour. Mais nous avons tous des problèmes. Ceux qui nous dirigent, lorsqu'on voit une population comme ça, en train de végéter dans la misère, dans la souffrance, et on parle même de tentatives de déstabilisation, le gouvernement aussi, ceux qui dirigent, ont des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas posé les problèmes corrects, ou ils ne gouvernent pas de telle manière que tout le monde soit rassuré. La gouvernance politique et électorale n'est pas au point, donc le gouvernement aussi a des problèmes. L'opposition qui aspire à faire les choses autrement, si elle n'atteint pas ses objectifs, parce que par mauvaise conception des stratégies, elle aussi a des problèmes. Donc aujourd'hui, en fin de compte, c'est tout le monde qui a des problèmes. Nous avons des questions qui sont laissées notamment par Ekoué Sativi, parle de l'avenir de notre pays d'ici 10 ans. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? Ekoué Sativi, il faut rappeler qu'il nous regarde du côté de l'Europe. Ekoué Sativi. Oui, mais dans 10 ans, moi, je parle toujours de notre capacité à rebondir. Notre capacité à rebondir, notre capacité à transcender les difficultés actuelles, notre capacité à arrêter les dérives de tout ce qui ne va pas. Parce que lorsque les gens, moi je parle aujourd'hui, c'est vrai, ça peut me valoir des insultes, les gens peuvent insulter, mais si vous fuyez la réalité, si la chose est là et que vous fuyez la réalité, on n'atteindra jamais les objectifs. La vérité est là, elle est simple. Qu'est-ce que nous devons faire pour en sortir? Chacun doit avoir le courage, la main sur la conscience pour dire, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma contribution pour que ça puisse aller? Et c'est ça, le défi qui nous est lancé à nous tous. Et chacun doit y répondre. Chaque Togolais doit y répondre. La main sur la conscience. Alors, si nous arrivons effectivement à transcender ce niveau et que nous reconstituons nos forces, mais moi je vois un avenir demain radieux. Parce que l'opposition se serait retrouvée, aurait une stratégie cohérente, aurait la capacité de peser sur les événements et obliger le pouvoir à céder du lest pour engranger quelque chose qui est positif pour nous tous. Donc l'avenir, moi je vois qu'en 2 étapes, d'abord au niveau de nous-mêmes, si nous ne nous organisons pas, nous ne nous réorganisons pas en tant qu'opposition pour amener le pouvoir à céder du terrain pour qu'on débouche finalement sur quelque chose de meilleur pour nous en termes d'élection et en termes de conquête du pouvoir demain, ça va être dommage. Mais si on le fait, dans 10 ans, je crois que ce pays va changer de physionomie. Il y a cette question, l'auditeur il insiste, par rapport à Agbembe Kodjo, il dit, que dites-vous, c'est ça la question, que dites-vous de la victoire d'Agbembe Kodjo? Mais qu'est-ce que je dis? Tout le monde a entendu ce qui est dit. Cette affaire de victoire d'Agbembe Kodjo, s'il prend le pouvoir aujourd'hui, c'est tant mieux, il y aurait un changement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Mais ce n'est pas une déclaration. Tout ce qu'on dit là, on demande à celui-ci, qu'est-ce que toi tu penses? Ce n'est pas ça. La solution, ce n'est pas qu'est-ce que X ou Y pense. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je reviens toujours à cette réalité-là. Ce n'est pas ce que celui-ci pense. Si demain, après avoir fait le constat de ce qui ne va pas, et qu'on réorganise et on démarre quelque chose, l'essentiel, c'est de démarrer. Et pour démarrer, il faut mettre les gens d'accord. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tous ceux qui ont été blessés, il faut les amener à penser leur plaie. Mais lorsque vous continuez à les invectiver, à les insulter, mais ce n'est pas comme ça que vous allez les amener à fédérer leur énergie avec les vôtres pour aller à quelque chose. L'essentiel, ce n'est pas les déclarations, ce ne sont pas des incantations, mais adoptons les positions utiles et nécessaires pour aller à quelque chose de positif pour nous tous. Il y a cette question de Issa de Milan, peut-être qui nous regarde du côté de l'Italie. Il parle de la C14, au moment de la C14. Ouais, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réclamé le retour au pays de Tipi Akadam? Ça c'est des... Non. Moi, je ne veux plus refaire l'histoire. Moi, je ne vais pas refaire l'histoire.
Parce que ces périodes-là, c'est des périodes douloureuses que nous avons vécues. Il y a des prises de position totalement bizarres. Je ne vais pas retourner à ça. Parce que la seule chose que je voudrais dire, c'est que au moment où on avait voulu discuter de ce dialogue, on était tous à Accra. Le premier contact qu'on a eu avec le président, le facilitateur à Accra, Tchipi était là. Et lorsqu'on a dit que c'est à Lomé qu'on allait faire, alors qu'il était déjà parti en ce moment-là, il n'avait pas évoqué lui-même que moi, étant absent, le dialogue ne peut pas se tenir là-bas. Mais s'il est venu et que moi, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Donc, ne pas réclamer. Si on dit que le dialogue va se faire à Lomé, lui-même il est à l'extérieur, mais il est venu à la rencontre et on a décidé tous ensemble là-bas que le dialogue va avoir lieu à Lomé. Moi, je ne sais pas ce que nous on va faire. Bien, merci maître. On va tourner au téléphone avec un autre auditeur. Allô? Bonjour, après Gévagos. Oui, votre nom? Oui, c'est Félix. Félix? Oui. Oui, votre question? Oui, je salue Maître Apévon. Oui, ça fait merci. longtemps que j'ai pu écouter ou bien j'ai pu avoir de ces nouvelles. Oui. Dieu merci, il vit et il vivra. Merci beaucoup. Et ma question est que, bon, je crois que le faux Saint-Esprit a bousculé tout le débat au Togo. Et si tu vois actuellement sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des incantations, des insultes, ce qui n'est pas propre aux Togolais et ce qui nous humilie, ce qui nous donne la honte. Comment allons-nous faire pour que l'harmonie règne dans l'opposition? Merci beaucoup. Bien, merci Félix pour votre question. L'harmonie au sein de l'opposition du Togo. J'en ai déjà abondamment parlé. Est-ce que c'est utopique de croire que vous aurez cette harmonie? Non, ce n'est pas utopique. Seulement, je dis qu'il faut avoir des préalables. Les préalables, c'est que, dans un premier temps, ceux qui se sentent blessés puissent surmonter les blessures, pensent leurs blessures. Qu'ils aient le courage de dire oui, quelque chose est encore possible. Et qu'on mette en place une réflexion profonde en faisant le diagnostic sans complaisance de ce qui nous est arrivé. À partir de là, on sortira des difficultés. Mais je l'ai répété encore que la haine est exacerbée, les dénigrements et tout cela ne nous mènera nulle part. Parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On a catégorisé les gens. On dit à ceux qui n'ont pas fait ceci, eux ils sont défendus. Donc par conséquent, c'est le lynchage en règle. Et on continue à longueur de journée de les insulter. Mais comment vous comptez régler le problème demain en continuant à insulter les gens, à continuer à les dénigrer? Alors, nous disons à ceux qui sont dans cette situation aussi, de faire en sorte qu'au nom de ce qui nous engage, au nom du peuple, parce que c'est au nom du peuple que nous parlons, faisons en sorte que l'un politicien doit, en un moment donné, sortir des difficultés. Parce que en s'engageant en politique, on est prêt à écouter des insanités de ce genre. Mais comment faire pour évoluer par rapport à ces insanités? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, moi, je ne pense pas que c'est de l'utopie de parler aujourd'hui des retrouvailles au niveau de l'opposition, quelles que soient les blessures des uns et des autres. Parlons une nouvelle fois de Brigitte Adjamagbo Johnson et de Gérard Johnson. Vous aviez dit tantôt que vous aviez opéré dans le dossier Pachania Singh, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que demain, vous êtes prêt à vous mettre du côté des Adjamagbo pour les défendre? Mais pourquoi pas? Moi, j'ai défendu des gens qui sont au pouvoir. J'ai défendu les Mémènes. J'ai défendu je ne sais pas quoi dans ce pays. Mais pourquoi pas? Boudjona, j'ai été son avocat. Je suis toujours son avocat. Donc, Adjamagbo jusqu'à preuve du contraire, de notre bord, de l'opposition. Donc, pourquoi ne pas... Moi... Mais dans un dossier comme celui-là, qui est un dossier sensible, il faut quand même que la personne aussi manifeste le désir que vous puissiez entrer. Parce que, en entrant dans son dossier,
il y a un certain nombre d'informations que vous devez avoir pour mieux défendre. Bon, si la personne se sent à l'aise, ben, vous tend la même. Si on me sollicite dans ce dossier-là, moi, je n'ai aucune réserve pour prendre ma robe et aller au secours de Mme Adjamabou. Mais il y a une curiosité quand même au Togo depuis quelques temps. C'est de tradition que chaque fois que des journalistes sont en difficulté ou que des acteurs politiques sont en difficulté, des avocats se constituent tout naturellement et ils sont souvent très nombreux. Mais ils le font de moins en moins. Beaucoup d'avocats ont visiblement peur. C'est l'impression qu'on a. Est-ce que des avocats ont peur? Oui, moi j'ai toujours déploré le comportement actuel de notre barreau. Je le dis sans honte. Le barreau doit être comme la magistrature d'ailleurs, mais la digue qui constamment doit empêcher les dérives du pouvoir. Un barreau qui ne réagit pas face aux brimades constantes que les concitoyens subissent, mais ça pose des problèmes. On ne demande pas aux avocats d'aller intégrer des partis politiques, mais un avocat doit s'indigner. Lorsque ça va mal, l'avocat doit s'indigner. L'avocat doit dire, mais ça suffit. On ne peut pas accepter comme ça, impuissant, à ce qui se passe dans notre pays sans réagir. Moi j'interpelle, je profite de cette antenne-là pour interpeller encore les avocats. Nous, on l'avait fait à l'époque. C'est vrai que moi, Isabelle Amégavi et d'autres avocats, dès que ça se passe, bon, ok, on y va. Personne ne nous constitue, même jusqu'à une période récente où on a arrêté pêle-mêle au cours de nos manifestations les militants du PNP et tout ça. Mais moi, j'ai été, dans la plupart du cas, sollicité pour défendre ces jeunes-là. Et je l'ai fait. Et tout ce dossier, je vous le dis aujourd'hui, je n'ai jamais pris un franc à qui que ce soit depuis, en défendant des journalistes, en défendant des hommes politiques, je n'ai pas pris un franc. Parce que ma mission, c'est d'aider quelqu'un qui est dans le désarroi. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait de manière bénévole. Mais quand vous évoquez le PNP, il se dit que certains des militants de ce parti politique sont toujours en prison. Et curieusement, au Togo, on parle de moins en moins des acteurs qui ont été arrêtés durant cette période difficile du Togo. Et ça aussi, c'est une réalité. Comment comprendre cela? Il y a certains qui se lèvent, qui manifestent aux côtés des leaders et qui sont arrêtés. Et puis finalement, on a l'impression qu'ils sont oubliés. Non, ils ne sont pas oubliés. Moi, je continue à travailler ces dossiers tous les jours. Moi, une période récente, il n'y a pas longtemps, 2 semaines, 3 semaines, moi j'ai encore évoqué ces dossiers au niveau du parquet pour voir quelle solution on trouve à ces jeunes. Il y a un militant de l'UDS Togo qui a été arrêté au cours de nos manifestations. Les autres ont été condamnés comme ça à une peine légère, mais lui, on lui a collé 4 ans. On n'a pas compris pourquoi ce garçon-là a eu ce malheur-là. Donc j'interviens tous les jours pour qu'on trouve une solution, pour qu'on lui permette. Il a déjà fait la moitié de la peine, il faut qu'on lui permette de rentrer. Mais les autres militants, au cours de notre conseil hier, on a parlé encore abondamment des jeunes qui sont encore en détention pour avoir exprimé la volonté de voir changer les choses. On ne peut pas continuer à mettre ces jeunes-là en prison comme ça, parce qu'un jour, ils sont levés pour dire qu'il faut que ça aille mieux dans notre pays. Au cours de notre conseil, hier, on en a encore parlé en demandant qu'on trouve une solution pour leur libération. Il y a la question d'Amélie Amenyina. Cette question concerne la diaspora du Togo. Comment est-ce que la diaspora peut aider au mieux le Togo à aller de l'avant? Oui, en réalité, la diaspora peut beaucoup de choses. La diaspora peut aider beaucoup de choses. Mais ce que nous constatons, c'est que malheureusement, la diaspora, certains de la diaspora, participent plutôt à l'intoxication. Parce que la plupart des invectives qu'on a subies au départ, c'est venu plutôt de la diaspora. Parce que là-bas, certains croient que les choses sont si faciles que vous qui êtes sur le terrain, vous êtes des plaisantins, vous êtes des complaisants, il n'a qu'à faire ceci, si on se lève, on n'a qu'à faire cela. Et bien, chaque fois, on leur répond, mais si c'était si facile, mais revenez pour le faire. Parce qu'on n'a jamais empêché quelqu'un de venir prendre le devant de quelque chose et le régler. Mais être loin et dire, mais vous qui êtes là-bas, vous ne faites rien du tout, mais ça n'a pas contribué à faire correctement les choses. Mais la diaspora est quelque chose de pesant
notre pays, de par les contributions, les parents avec qui ils sont en contact tous les jours. Mais la diaspora peut aider à éduquer. La diaspora peut aider à orienter tout ce qui se passe. Donc la diaspora a une mission. Il faut qu'elle-même se ressaisisse. Mais malheureusement, les togolaiseries que nous constatons ici chez nous, mais ces togolaiseries aussi ont atteint la diaspora parce qu'ils sont divisés. Ils sont totalement divisés. On n'a pas une diaspora aujourd'hui. Même si vous prenez un seul pays, vous prenez aujourd'hui, je donne juste un exemple, les États-Unis ou la France, l'Allemagne, mais il y a plusieurs regroupements qui même s'affrontent, qui ne s'entendent jamais sur rien du tout. Parmi les réactions qu'on a écoutées suite aux arrestations de Brigitte Adjamago Johnson et Gérard Diossou, il y a cette réaction de Nathaniel Olympio. Et il dit que le Togo est en train de retourner aux années de plomb, au temps de la pensée unique. Sincèrement, 30 ans après le lancement du processus démocratique au Togo, est-ce que c'est possible de retourner à ces années-là? Mais bien sûr, ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette émission, en vous disant, en évoquant la réduction de nos espaces de liberté, ça contribue, ça participe à aller vers ce qu'il est en train de décrire là. Lorsqu'on dit vous ne pouvez plus manifester de manière correcte dans tous les pays, alors que la liberté de manifestation, on l'a arrachée de haute lutte. Lorsque les élections deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui, mais on avait pensé que depuis 90, les choses devaient normalement aller en s'améliorant. Mais aujourd'hui, on constate que de reculade en reculade, mais les élections aujourd'hui chez nous ne ressemblent plus à rien du tout. Alors, si les élections ne ressemblent plus à rien du tout, on ne peut plus manifester. Et, à la moindre incartade, on met les gens en prison. Ça veut dire qu'on est en train de tenter de museler tout le monde. Et lorsqu'on va à cette extrémité-là de musellement, mais on retourne au parti unique. Mais est-ce qu'il est de l'intérêt du parti au pouvoir de retourner justement à ces temps-là? Non. Non, normalement. Un parti au pouvoir qui a réellement envie que les choses bougent, que la situation évolue dans son pays et que le pays se développe, a besoin d'une opposition réelle et forte. Qui lui serve de contrepoids et de contre-proposition. En réalité, ça doit être ça. Un parti au pouvoir doit même souhaiter l'existence d'une vraie opposition qui lui fait face et qui l'amène à reconsidérer ses positions. Je vous assure que, on dit parfois qu'on n'a pas fait grand-chose, mais lorsque nous, on était à l'hémicycle, on était minoritaire, mais c'est nous qui menions les débats là-bas. Mais parmi nous, les députés, il y a des avocats, il y a des gens, et quand ils prennent la parole sur un certain nombre de sujets, c'est eux qui éclairent. C'est vrai que la majorité, étant ce qu'elle est, vote toujours dans le sens qu'ils souhaitent, mais au moins, il y avait un débat animé. Je me demande si ce pareil débat aujourd'hui est encore en droit de citer au cours de l'hémicycle que nous voyons là-bas devant nous. Donc, ça veut dire que lorsque, à tous les niveaux, on assiste à des reculades de ce genre, mais il a raison, Nathaniel Olympio, de dire que nous sommes en train, si on ne fait pas attention, de retourner au comportement de parti unique. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas un problème? Parce que vous évoquez la difficulté qu'on peut retourner aux années de plomb. Le pouvoir même, là, évoque une série de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Et sur les 15 dernières années, ce n'est pas la première fois que ce thème-là est évoqué. Qu'est-ce qui ne marche pas alors dans la démocratie togolaise? Non, ce qui ne marche pas dans la démocratie togolaise, c'est qu'il y a une volonté véritablement de ceux qui gouvernent aujourd'hui le pays depuis des années, depuis des décennies, de ne pas évoluer, de ne pas bouger, de ne pas céder, de ne même pas prendre le moindre risque de perdre un jour le pouvoir. Dans leur mental, là, ils n'ont jamais intégré l'idée de passer un jour à l'opposition. C'est pour ça que il utilise toutes sortes d'artifices pour s'y maintenir. Et vous trouvez aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de Togolais. Peut-être que parce que la lutte a duré trop longtemps, mais vous trouverez des intellectuels mais qui regagnent les rangs, qui développent des théories bizarres. On a évoqué la dernière fois la théorie de
qu'ils ont inventé à propos de la modification des constitutions, en disant que lorsqu'on a une nouvelle constitution, ça met les compteurs à zéro. Cette théorie-là, ceux qui l'ont développée, on a vu des professeurs d'université insister, développer cette théorie, mais c'est de l'escroquerie. Nous, on dit que c'est de l'escroquerie. Mais c'est pas propre au Togo, vous savez ça aussi. Je le sais. Mais ceux qui l'ont développé chez nous, que ça soit au Togo, que ça soit ailleurs, c'est de l'escroquerie. Parce que lorsque quelqu'un finit, il est au cours de son deuxième mandat, il s'arrange avec une assemblée qui est la majorité, sa majorité, il fait modifier la constitution. Il place une virgule et dit, on a une nouvelle constitution. Alors on dit, à partir de ce moment-là, il peut faire deux nouveaux mandats. Alors, si au bout de deux nouveaux mandats, vers la fin des deux nouveaux mandats, il trouve encore l'occasion, il a encore la possibilité, il fait remodifier pour dire, on a une nouvelle constitution, donc il peut encore refaire deux nouveaux mandats, et ainsi de suite. Ce qui veut dire, il peut se maintenir à vie. Ah non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, aujourd'hui, ça ne marche pas parce que les gens conçoivent beaucoup de Togolais. Malheureusement, aujourd'hui, conçoivent la chose comme cette affaire-là ne me regarde pas. Mais vous qui vous décarcassez là, l'essentiel est que moi, je trouve mon gagne-pain. Moi, je suis en train de travailler là, je suis enseignant, je suis ceci, pourvu que j'ai un peu d'argent pour ma famille et je mange machin. L'essentiel, c'est de nourrir ma famille, tout ça. Mais tôt ou tard, tu comprendras que tu es en train de faire ça, mais ton enfant subira les affres de ce que nous subissons aujourd'hui. Parce que on doit voir demain meilleur, c'est aujourd'hui qu'on doit se... Nous allons retourner au téléphone pour peut-être un dernier auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct déjà, vous parlez un peu plus fort, vous donnez votre nom et puis la question. Pardon? Bruno de Kéké. Bruno, oui. Non, ma question est la suivante. Est-ce que le Togo est un pays indépendant? Merci et bonne journée. Bien, merci. Depuis Kéké, la question de Bruno, c'est une petite question. Oui, bon, on est indépendant. L'acte solennel, l'indépendance du Togo a été proclamé. C'est vrai que par rapport à l'extérieur, ceux qui nous ont octroyé cette indépendance-là ne nous lâchent pas. La France pèse encore durement sur les événements ici et dans plusieurs pays qui ont connu le même sort que nous. Sur papier, enfin, on est indépendant, on est Togolais indépendant. Aujourd'hui, on décide par nous-mêmes. Mais il y a une autre forme d'indépendance qu'on doit acquérir, l'indépendance dans nos esprits, dans les comportements. Pour que le pays se reconnaisse indépendant par rapport à l'extérieur et à l'intérieur, il faut que les citoyens se sentent rassurés par rapport à cette indépendance. Que l'indépendance leur donne justement ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Qu'ils soient rassurés par rapport au travail, par rapport à l'éducation, par rapport à leur santé. Il faut que dans ce domaine-là, les gens se sentent rassurés. Il y a la question de Tchegan, et la question c'est de savoir si vous avez entre-temps rencontré certains de vos collègues de l'opposition. Oui, je l'ai évoqué tantôt, je dis, il y en a que je rencontre, j'ai commencé à rencontrer depuis un moment, mais pour nous sortir notre communiqué, la dernière fois sur l'arrestation de Djamma, bon, on s'est vu, au moins 4 partis se sont vus pour sortir un communiqué ensemble. Donc nous, après notre conseil, nous sommes promis de rencontrer les gens. Quel que soit l'accueil qu'on peut recevoir ici et là, nous avons décidé d'aller vers les gens, d'aller parler, d'aller discuter, et on le fera. Il y a cette question aussi de Jérémy, je ne sais pas si elle va paraître importante à vos yeux. La question de Jérémy, c'est de savoir si vous reconnaissez la victoire de Faure Gnassingbé. La même réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la même réponse quand on m'a parlé de la victoire de Guillaume, c'est la même réponse que je donnerai pour la victoire de Faure. D'abord, tout ce que nous avons entendu, ce qu'on a vu par rapport à ces élections-là, mais le Togo doit faire mieux par rapport en matière d'élections pour éviter les conflits post-électoraux. Électoraux, pardon. Les conflits-là ne nous arrangent pas. Les conflits-là ne nous avancent à rien du tout. Évitons ça. On a fait des élections au Burkina la dernière fois. Mais il y a un consensus qui s'est dégagé au moment d'aller à ces élections. Mais le consensus a fait que même si certains opposants avaient voulu s'arrêter en chemin, mais ils sont revenus rapidement dans le jeu. À telle enseigne que lorsque les résultats ont été proclamés,
on a entendu plusieurs aller féliciter le vainqueur. Ils sont allés féliciter Roch Marc Kaboré pour sa réélection. Il faut qu'un jour, on puisse atteindre aussi ce niveau. On ne doit pas vivre seulement des contestations d'élections parce qu'elles sont mal organisées. Elles créent des frustrations. Et ces frustrations-là peuvent déboucher sur n'importe quoi demain. Mais quand vous évoquez, arrêtons ça. Quand vous évoquez le Burkina Faso avec sa dernière élection, faisons allusion justement à cette élection-là et aux élections passées, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo, le ministre des Affaires étrangères du Togo parlait d'ancrage démocratique au niveau de la sous-région. Il n'a qu'à parler de lui-même d'abord. Il n'a qu'à parler. Pourquoi il parle de Burkina? Il a parlé du Togo aussi. Sur cette liste, il y a le Togo. Est-ce que le contentieux est vidé, c'est fini? Parce que dans ces pays-là aujourd'hui... Non, mais en fait, il faut parler de quel contentieux? Non, mais les difficultés que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, est-ce que, bon, avec qui a débouché sur l'arrestation d'Adjamagbo, c'est parce qu'ils voulaient manifester pour revendiquer leur victoire. C'est à l'issue de ça qu'ils ont été arrêtés. Donc, selon vous, les suites des élections présidentielles de 2020 au Togo, c'est pas fini? Oui, mais si c'est fini, est-ce que des gens vont continuer à dire que nous, on veut manifester? C'est ça, en réalité. Moi, je ne parle que de la réalité palpable que vous suivez tous en tant que journaliste. Il nous reste encore 4 minutes et il y a quelque chose que vous faites si bien et ça aussi c'est nouveau. C'est vrai que c'est pas, ça coupe pas les rues au Togo. Vous faites de la politique, vous êtes un avocat et on vous a découvert en train de chanter et ça a surpris beaucoup de gens. Mais oui, cela vous est venu d'où? Chanter. C'est inné. Mon père a été un tradit chanteur, il a été un batteur. Bon, dans cela, il est très bien. C'est de lui que j'ai hérité ça. Depuis, si je n'étais même pas dans ce que je suis en train de faire, peut-être que... Vous seriez artiste, ça? C'est possible, c'est possible. Quel genre musical? Le rap? Non, mais bon, j'adore toutes sortes de musique. Vous me voyez partout où je passe, à l'église et partout, j'adore chanter. J'aime chanter. Et tous ceux qui sont autour de moi savent que j'aime ça. Alors, mais je sais que un jour, ce n'est pas tard. Et vous avez vu avec mon ami Dostache, on a entre-temps essayé quelque chose qu'on a mis sur le marché, sur la place publique. Mais je sais que bientôt, lorsque je vais trouver un peu de temps, je vais m'essayer dans ce domaine-là. J'aime chanter traditionnel, mais je voudrais aussi m'investir un peu dans ce qui... Je vais combiner, je ferai. Mais je réserve la surprise. C'est clair que quand vous aviez chanté, beaucoup de gens étaient surpris. Cela veut dire tout simplement que les Togolais ont du talent. Parce que, hormis votre profession d'avocat, votre engagement politique, vous avez su développer ces talents-là. Et pour finir cette émission, nous allons vous donner cette possibilité et de nous redonner quelque chose. Ah bon? Bon, ben, d'accord. Oui, bon, je peux vous dire quelque chose. Bon, il y a, au moment où, quand on réfléchit à la situation du Togo, il y a des réflexions qui viennent, quand on a traduit, on a transformé en chanson. J'ai dit quelque chose de très court, hein. Togo duya lavatro, azamo gbe banyelo ado. Amado tu akpase se lufiole miadie, ole miatafume, voa Togo doa malon, unde lava ke godo, dumene nyoa yekpodi mile, lava nyo godo. Togo duya lava nyo, azamo gbe banyelo ado. Amado tu akpase se lufiole miadie, ole miaume, voa Togo vio malon, unde lava ke godo, dumene nyoa yekpodi mile, lava tro godo. Miwenenyo, Togo vio duya netro. Miwenenyo duya netro jo, Togo vio duya nenyo. Miwenenyo duya netro, Togo vio miwenenyo duya netro, Togo vio duya la trojo. Togo do lavanyo, azamo gbe banyilo ado. Amado chak pasese se lufiole nyadie, ole nyaleme. Wa Togo vio malon Unde lava ke godo, dumene yekpodi mile, lava nyo godo. Merci beaucoup, Maître Dodi à Pévon. Je rappelle que vous êtes le président des FDS sur cette chanson
que nous allons clôturer cette émission. Elle sera rediffusée d'ailleurs tout à l'heure à partir de 19h. Merci beaucoup à Venceslas Bouga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je m'excuse auprès des auditeurs, ceux qui nous ont écrit sur le réseau WhatsApp. Nous allons nous retrouver dimanche prochain, 12h, pour le même rendez-vous, dès 12h. Je m'appelle Pierrot. Au revoir.